Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? On décortique l'actualité de la semaine avec un panéliste de renom et de qualité cette semaine. Mon fidèle associé, M. Jules Simard, éditorialiste et journaliste au journal Le Nouvel Hebdo. Bonjour, Salut, M. Simard. ça va? Oui, ça va bien? Ah oui, et j'en profite pour te souhaiter une bonne année 2016. On a encore le temps, on a jusqu'au 31, semble-t-il, OK. pour le faire. Alors, ça, j'en j'aime profite ça. pour te souhaiter une bonne année, de même qu'aux auditeurs et aux auditrices. Ben, bonne année à toi aussi, espérant de la santé, puis je Ouais. sais pas moi... C'est un élément important. Ouais, quand on a la santé, on peut comme faire... Il paraît, puis c'est... Non seulement il paraît, c'est vrai. Bon, on va se lancer dans 2016 tout de suite, parce que... Il y a un projet qui est annoncé à Dolbeau-Mistassini l'été dernier. On parle de M. Jacques Lapointe qui lance un projet de développement, qui investit plusieurs millions de dollars en fait là-dedans. Et là, on semble dire que la construction allait commencer là, très bientôt. Bon, c'est qu'en fait, c'est commencé. Je veux déjà dire, commencé. les autorisations de la part des champs, parce qu'il a fallu faire un changement au niveau de la réglementation Oui. pour la construction. Toutes ces choses-là sont maintenant toutes passées. Mais il n'y a pas eu de pété de terre encore. Non, il n'y a pas eu de ce genre d'événement-là. Le seul élément que l'on peut voir, c'est que si on se promène dans le mail, dans l'endroit où était l'ancien Jean Coutu, on peut se rendre compte que les travaux sont amorcés et que... mais il n'y a pas eu de... Parce que là, on va agrandir comme par en dedans et par le haut. Là. Exact. On veut dire, on monte certainement... si moi, mes fidèles, c'est 5 étages OK. qui se construisent. Actuellement, il y en a 3. Donc, il y aurait 2 autres étages en plus. Il faut se rappeler que c'est... Là, je te donne ça de mémoire, là, mais c'est 18 condos. OK. Donc, épicerie appartement, aussi? condo. Il y a une forme d'épicerie qui est censée être épicerie fine, OK. qui doit être là. Il y a des endroits à bureaux aussi qui vont être installés et un marché public qui devrait se faire, en fait, j'ai pas été dans le secret des dieux en ce qui regarde là, la totalité du projet, mais il y aurait donc aussi un marché public l'été qui serait installé là, et à l'arrière. Marché public avec genre les producteurs locaux. C'est ça, quelque chose de même. Maintenant, est-ce que tout ça va se réaliser comme ça? Ce que je suis sûr, c'est au niveau des condos, au niveau des édifices à bureaux et une épicerie qu'on me disait que c'était type épicerie fine qui serait installée au rez-de-chaussée. Ah, puis le marché public, c'est bon parce que c'est comme nécessaire aussi, je pense, rendu aujourd'hui. On veut promouvoir l'achat local, mais il faut aussi avoir les produits. Oui, et ça permet justement aux producteurs locaux d'avoir un endroit pour écouler et donc de donner satisfaction. Puis aussi éviter d'acheter le produit local, mais qui est passé par un distributeur de Montréal pour revenir ici. Il est revenu ici. C'est ça, on a déjà la distribution directe. Au moins, ça se fait là. En fait, est-ce que c'est exactement la structure du projet? Je n'ai pas le détail. Est-ce que tu te rappelles quand est-ce que ça devrait être terminé? On parle pour l'automne 2016? 2016. On parle de ce que j'ai vu et entendu. Ce serait pour à l'automne 2016. Maintenant, moi, personnellement, je n'ai pas eu de confirmation de M. Lapointe là, sur l'intégralité même de ça. Il nous était, au départ, quand j'ai annoncé, la première fois qu'on a annoncé ça, c'est en septembre dernier, lors d'une réunion au conseil du conseil municipal, et on ne connaissait pas l'ampleur de l'investissement. On laissait sous-entendre que ça serait entre 5 et 7 millions de dollars comme investissement. C'est quand même majeur au niveau, surtout avec tout le contexte, tout ce qui se dit sur le commerce de détail. Les fermetures. Exact. Encore Sears qui a annoncé exact. Oui, ça fait partie, par exemple, comme l'expliquait le concessionnaire, ça fait partie d'une décision de Sears Canada qui, dans l'Est dans l'Est, a décidé de tout fermer ses comptoirs de cette nature-là, de ses magasins, pardon, et ne garder que les comptoirs pour échanger quand tu fais le catalogue. Or, ce qu'on me disait, parce que
M. Roy, là, qui était un peu le concessionnaire, me disait que même lorsque celui d'ici de Dolbeau avait un seuil, il atteignait son seuil de rentabilité, mais malgré cela, la décision était, peu importe que tu sois rentable ou pas, on fermait tout. Du mur à mur, on gardait essentiellement les comptoirs de livraison, mais les comptoirs de livraison, c'est pas avec ça que quelqu'un fait son argent. Hein? Je veux dire, tu ne repayes pas pour aller acheter ta marchandise, donc le personnel que tu mets là, il n'est pas payé. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu là, la réalité pour le magasin Cire. On a parlé aussi de certains restaurants qui pourraient mettre fin aussi à leurs opérations. Ça, il n'y a pas eu d'annonce officielle encore. On sait par ailleurs qu'il va en avoir un qui va ouvrir prochainement, soit le Saint-Hubert Express, là, qui va ouvrir... C'est un peu comme un effet de balancier. Il y en a un qui ouvre, il y en a un qui ferme. C'est ça. Maintenant, on est quand même, tu sais, le commerce de détail, je mets de côté l'élément de la restauration là, et de l'hôtellerie là, avec ça, mais le commerce de détail, c'est des réalités aujourd'hui où est-ce que nous sommes aux prises avec, semblerait-il, pas injuste le fait qu'on ne se rend pas dans le magasin, mais avec aussi le commerce web. Oui, c'est ça. On identifie, mais il y avait quand même, en entrevue avec le président de la SIDAC, Camille Vézina me disait, il dit, en fait, lui, ce qu'il identifiait, c'est que la baisse du commerce de détail, entre autres pour cette année, pour la période des fêtes, a été d'origine beaucoup plus par le fait que les gens avaient moins d'argent dans leur poche. Pas l'austérité. Lui, il identifiait un de ces éléments-là. L'autre élément, c'est qu'on le veuille ou non, hein, tout le secteur public, pendant la période des fêtes, était aussi en négociation. Alors, il dit, quand tu fais une journée de grève, il dit, tu fais une journée où tu as moins de revenus. Donc, ta consommation du temps des fêtes, c'est fait avec un peu cette hypothèque-là. Ouais. Donc, au lieu de dépenser 500 $, tu n'as peut-être dépensé juste 300 pour tes fêtes, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu une baisse au niveau de la... Parce que lui, il estimait, donc lui, c'est beaucoup plus ça, donc les grèves, l'austérité et le fait qu'il y ait aussi un taux de chômage quand même assez élevé dans le secteur, faire en sorte que tu consommes moins. Et comme tu consommes moins, bien, ça a l'effet de dire peut-être certains commerces peuvent être sur le bord de se dire, bon, ben moi, je ferme ces choses-là. Mais tu sais, écoute, Jules, il y a au moins 3 Nobel d'économie, la Banque mondiale, le FMI, qui disent l'austérité, ça tue ton économie. Là. Ah ben oui, ça, là, ça là-dessus. Si les gens n'ont plus de pouvoir d'achat, ils ne peuvent plus dépenser. Là, exact. Et l'autre phénomène, lui, il estime que le commerce web, lorsqu'on regarde ça localement, le commerce web n'est pas aussi dramatique que cela. Lui, il dit qu'il faut se rappeler qu'à l'échelle du Canada, c'est 3 % du commerce global qui se fait par le web. Il dit qu'il en reste encore 97 %. Je pense que les gens vont magasiner, par exemple, par le web, puis vont trouver davantage, ben là, le prix va être moins cher si je me déplace là. Oui, il y a cet élément-là qui peut entrer en ligne de compte. Maintenant, je vais dire, c'est comme il dit, tu peux t'acheter une télévision sur le web parce qu'elle coûtait moins cher. Puis il dit, quand vient le temps de la briser, il dit, tu viens me revoir en me disant, écoute, regarde, tu vends de ce morceau-là, regarde, ma TV est brisée, là, tu pourrais-tu me la... Ah, mais il dit, tu ne l'as pas acheté chez nous. Et il dit, pourquoi je te donnerais un service gratuit? Elle dit, alors que c'est au moins tu l'avais acheté. Alors, cet élément-là, ça entre en ligne de compte et ça va venir à jouer sur le long terme sur le commerce web. Mais par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'au niveau de la Chambre de commerce, depuis maintenant le mois de mars dernier, 2015, on met de l'avant un projet de créer, à partir des produits et des services faits ici, du commerce, une plateforme de on en est où avec web. Ça? Actuellement, là, on a réussi à faire en sorte qu'il y a eu toute les démarches ont été faites auprès de certains types de commerces
qui auraient avantage à utiliser ce site de transit web-là. Ça, c'est fait. On connaît l'intérêt. Il y a eu aussi un sondage qui a été réalisé auprès de consommateurs potentiels. Or, ce sondage-là, il a été réalisé auprès d'anciens résidents de Dolbeau-Mistassini ou de la région de Normandie, parce qu'on sait que le site transactionnel va prendre, en fait, toute la MRC de Maria-Chapdelaine. Tous les commerces, ils vont vouloir y participer. Et ils sont allés, je sais pas, moi, tu demeures à Montréal, tu sais, oui, hein, le chocolat des pétrapistes, tu connais ça. Tu sais, bon, quand tu viens ici voir tes parents, là, tu ramasses du chocolat, tu le ramènes à Québec, et puis tu le vends, tu le vends pas nécessairement, mais tu le fais goûter à tes amis ou tes confrères et consoeurs à Québec ou à Montréal. Or, ils ont dit, on voudrait aller chercher cette clientèle-là qui pourrait acheter maintenant par le web son chocolat, au lieu de l'avoir peut-être 3 fois dans l'année parce qu'il vient 3 fois, il pourrait l'avoir tous les semaines s'il voulait, en avoir à certaines... Donc, il pourrait acheter et il serait livré chez lui là-bas. Et donc, ils ont pu constater. Je n'ai pas eu les résultats de ce sondage-là. Ce que le président de la Chambre de commerce m'a indiqué, c'est que quand même, c'était significatif comme réponse. Ouais. Or, là, actuellement, ils sont à finaliser pour créer une coopérative qui va faire en sorte qu'il va opérer ce site transactionnel-là. C'est donc à dire que tu vas avoir, bon, on va donner un exemple, là, la fromagerie La Normandinoise en Normandin, on le sait, pourrait être un de ces commerces-là qui fait partie de cette coopérative. La chocolaterie des Pétrapistes, tu as aussi... La bière de la microbrasserie. La bière de la microbrasserie. Là, je ne sais pas, par exemple, si ça ne prend pas un permis spécial. Là, en tout cas, on ne s'avancera pas, mais c'est pour t'indiquer que ce genre de... Regarde les Bleuets à... L'entreprise des Bleuets à Albanel, OK, pourrait aussi être donc dans ce site transactionnel-là. Et aussi un commerce de détail qui veut faire mousser ses ventes en utilisant cela. Alors, ça va créer une coopérative. Et la réunion de fondation de cette coopérative-là, je te le donne en primaire, elle devrait être pour le 5 février. Wow! Une fois qu'on va avoir eu cette rencontre-là et qu'on va créer, là, après ça, il va y avoir un processus parce qu'il y a 2 emplois qui se créent avec ça. Donc, pour opérer et faire les transactions pour le site. Et ça devrait donc être en mesure de se faire. 2016. On parle d'avril 2016 pour l'opération. J'aime ça. Avec tout ça, pour dire que... Mais non, mais on on vient de te tabler une couple de sujets là, sur le commerce de détail. Mais non, mais c'est important d'en parler. Non seulement c'est important, mais je pense que ce qu'il faut considérer aussi, c'est que, oui, la situation économique globale qu'il y a dans le secteur explique aussi, naturellement, qu'il peut y avoir une baisse parce qu'on n'est quand même pas... il n'y a pas beaucoup de projets majeurs. Si on est moins riche, on dépense moins. Sinon, on s'endette plus, puis à un moment donné, on va être confronté à dépenser moins. C'est ça, c'est que tu as le même problème d'une façon ou d'une autre. Or, ça va faire en sorte que les projets, quand même, comme bon, le 75 millions qui va être investi pour la 11e chute, c'est quand même de l'argent qui va faire rouler un peu. Et on a aussi le projet là, de M. Lapointe. Ça démontre qu'il y a là aussi des gens qui croient encore en l'avenir économique du milieu et qui vont faire en sorte qu'on va être en mesure d'avoir nos biens et services dans le milieu. Parfait, merci. Passons maintenant au CIUS. Le comité consultatif est formé ou semble être sur le point de se former? Devrait être formé, il n'est pas formé encore. OK. Devrait se faire, je pense qu'on avait une date, c'est vraiment ma mémoire, mes fidèles, je pense que c'est le 29 janvier, là, où il y avait, pour les gens qui voulaient soumettre des candidatures au conseil d'administration du CIUS, pour qui verrait à déterminer qui pourrait faire l'objet de ce comité consultatif-là, qui, naturellement, ferait valoir les intérêts du milieu ici auprès du conseil d'administration.
Mais Moi, j'aurais dit- il n'y a pas vraiment de pouvoir, là. C'est des recommandations qui vont C'est pouvoir marqué faire. consultatif. Ouais. Hein? C'est pas décisionnel. Mais c'est mieux que... C'est mieux que pas rien. décisionnel. Oui, c'est mieux que rien. Mais dans c'est un mesure chien de garde, où- en fait, parce que souvent, ça va jouer, ce genre de comité-là vont mettre le doigt sur des choses qui semblent peut-être pas en notre faveur. Et là, c'est l'opinion publique qui va jouer en faveur du secteur, non? Oui, mais jusqu'à quel point Ben, tu écoute, vas avoir une influence. C'est sûr qu'une seule personne sur un conseil d'administration de 15 n'a pas aussi beaucoup de pouvoir, tu me diras, mais elle a quand même un pouvoir de dire non ou de dire oui. Mais en tout cas, il reste que ça, on ne l'aura pas. Par contre, on va avoir fort probablement, lorsqu'il y aura des décisions qui s'orientent vers tel élément, au moins on va consulter les gens d'ici pour voir c'est quoi la réception que l'on peut avoir, en espérant que l'on ait aussi pas juste des professionnels de la santé sur ce comité-là, OK, mais aussi des gens du milieu, comme toi et moi, là, qui Les utilisateurs. les utilisateurs qui peuvent avoir le droit à donner. Mais moi, tu Parce vois, que, tu sais, je veux dire, moi, je maintiens que tout ce débat-là, ça s'inscrit à l'intérieur de services de proximité. Oui. Hein? Or, quand on a créé les CIUS, qu'on le veuille ou non, c'est pas ça. Même Ben, c'est si, pas ça au niveau du l'objectif, discours, on dit que ça fait partie du maintien des services de proximité. Oui, mais tu l'as dit, T'sais, le mot ben oui, je l'ai discours. redit, Tu sais, en politique, tu as tout le temps les bonnes raisons qu'on nous donne dans les discours et les vraies quand vient raisons, le temps de faire des coupures ou des compressions, bon, ben, tu te dis, regarde, là, on l'a le service, là, il est bien implanté à Alma. C'est sûr qu'on va à Dolbeau pour le donner, là, mais je veux dire, ça nous coûte tant. Donc, il faut compresser. Si on disait à la personne de Dolbeau, viens donc à Alma pour te faire soigner. mettre du gaz. Mets du gaz, va puis manger au paye pour restaurant, scanner. puis, La semaine dernière, je faisais une rencontre avec les gens de Haut Singulier, OK? L'organisme voué aux femmes qui ont eu un cancer du sein Ouais. et qui veulent bénéficier là, d'une forme d'entraide avec elle. Et il y a une des personnes que je m'interrogeais puis qui souligne, puis d'ailleurs, ça me donne l'objet de fouiller peut-être un peu plus ça. Tu sais, elle me disait, tu sais que tu as un cancer du sein ou n'importe quel type de maladie grave, où tu es obligé d'aller à l'extérieur pour obtenir tes services de santé. Et quand je parle de l'extérieur, je te parle pas de Québec et de Montréal, là, parce que là, il existe un programme pour t'aider à défrayer les coûts quand tu y vas, mais je te parle de la Chicoutimi et ces choses-là. Ça, là, c'est toi qui payes de ta part le gaz. C'est toi qui payes de ta part le service d'hôtellerie puis tout le cas. Elle me disait, cette personne-là, elle dit que le cancer du sein, ça l'a eu comme conséquence, outre psychologique et physique sur moi, ça a eu la conséquence que je suis maintenant rendu une personne qui est pauvre. Oui, c'est ça. Je vis dans la pauvreté en raison du fait que j'ai eu ça. Ce qui est c'est anormal parce dans la que société. c'est ça, est-ce que j'ai eu à payer, à défrayer pour pouvoir avoir les traitements qui m'ont conservé la vie, mais pour avoir ce que j'ai eu à payer. Alors, quand on dit, ouais, tes services de santé, c'est l'État qui les paye, c'est vrai, mais c'est aussi tous les accessoires à ces services-là. C'est pas... Alors, dans un contexte d'avoir des services de proximité, je te dis pas qu'il faut tout avoir du nucléaire partout là, dans la région, mais c'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut regarder, c'est que si ça te coûte encore plus cher que le traitement que tu as pour pouvoir l'obtenir, puis ça, ben, je veux dire, c'est toi qui le payes. Donc, c'est plus du service de proximité, là, moi, dans mon De toute façon, il faut que tu dans mon marches esprit. à Saguenay pour avoir... Alors, je pense qu'il faut pas perdre de vue tout le temps notre argumentation et chialer quand c'est le temps de chialer pour que l'on puisse avoir et conserver dans le milieu le maximum de services de proximité et que l'on puisse y accéder sans que ça nous coûte les yeux de la tête et qu'on soit obligé non seulement de s'endetter, mais de devenir pauvre parce qu'on n'a plus de ressources pour être capable de... Je suis d'accord. Puis c'est là où je dis que le comité consultatif, même s'il est juste consultatif, peut être utile parce qu'il peut sonner l'alarme pour que l'opinion publique mette son poids. Puis on sait que le gouvernement, bien, à peu près tous les gouvernements,
sont très sensibles à l'opinion publique. C'est évident que c'est la stratégie qu'il va falloir maintenir. On l'a vu mais encore moi, avec si les centres de j'étais... désintoxication. Là. C'est ça. Oui, exact. Et actuellement, je regarde, aujourd'hui, ce matin, avant d'arriver ici, là, on apprenait qu'à Roberval, il y a un centre de réadaptation que le CIUS veut fermer. Il veut fermer le centre qui dessert actuellement tout le Lac-Saint-Jean. Ça OK? veut dire que... Ça veut dire qu'il l'envoie à Ronquier ou à Chicoutimi, là, à Saguenay, effectivement. Mais en faisant cela, c'est où le service de proximité? Au Saguenay. En parlant du Saguenay par rapport au Lac-Saint-Jean, j'aimerais aborder avec toi le déneigement de la route 169. Notre préfet de la MRC Marie-Chapdelaine, Jean-Pierre Boivin, est sorti dans les médias la semaine dernière ou il y a 2 semaines pour nous parler du fait que c'est anormal que la route 169 ne soit pas déneigée de la même manière partout parce que ça crée comme des citoyens de seconde zone. Puis moi, je peux vous dire que faire le chemin Saint-Gédéon-Dolbeau plusieurs fois par semaine, je peux vous dire que c'est vrai. Il y a des parties, entre autres, on parle de Péribonka-Sainte-Monique, là, c'est ridicule. C'est là. ça, et même de Péribonka-Sainte-Jeanne-d'Arc. Oui. Est-ce qu'on va réussir à faire changer ce zonage de déneigement-là? Parce que c'est des zones de Le déneigement. problème, c'est que le premier ministre ne passe pas dans notre coin. Non, je veux dire, je ne l'envoie pas à la blague parce que ça a même été dit lors de la réunion du conseil de la MRC, là, tu comprends? Je veux dire, parce que tu te souviens, mes fêtes, quand ça a été le temps de remettre en état le service d'entretien de la 169, mais qui, dans le parc des Laurentides, ça a pris très exactement 2 jours entre le moment où on s'est levé et le moment où le ministère a changé ça. Moi, je passe aussi souvent par le petit parc, comme on dit, là, puis je peux te dire qu'il y a une bonne différence de déneigement entre le petit et le grand parc. Ah oui, ça tu as entièrement raison. Il reste quand même qu'on avait encore moins avant que le premier ministre dise ça n'a pas de bon sens. Parce que tu passes, comme t'es sur l'asphalte, puis après ça, à go, on dirait que t'es d'une trail de skidoo. Mais tu sais que tout ça, ça s'inscrit, hein? L'austérité? Et c'est ce que... Merci. Je me souvenais plus du... Non, mais ça s'inscrit là-dedans. Hein? On a demandé à tous les ministères de faire des compressions. Or, on rationalise. Et en rationalisant, on dit, garde-moi donc. Il y a moins de 2500 véhicules qui empruntent cette route-là. Donc, si on réduit un peu l'entretien, on va sauver tant d'argent. Ouais, ça, eux autres. Là, cet aspect-là, ils ne s'en regardent pas. Moi, ça, je trouve ça inadmissible, inacceptable. Et au même titre, effectivement, que les élus de la MRC, on se doit d'exiger que sur une route dite nationale ou régionale, OK, la 169, là, OK, c'est pas un petit bout de rue qui va dans un rang, dans une municipalité. Là, c'est la route qui est empruntée par tout le monde pour le faire. Bien, ça, là, OK, je pense que c'est de la décence numéro 1 que de donner le même type d'entretien. Surtout que les déneigeuses du passent pareil, ils mettent juste moins de sel, moins d'abrasif. À un moment donné. C'est ça. Et le fait de laisser, qu'on le veuille ou non, c'est sûr qu'on est rendu des spécialistes de conduite hivernale, là, OK? Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut abuser du pain béni. Ben, moi, c'est parce que ce que je trouve aussi, là, c'est qu'on met la sécurité de certaines gens en danger pour des économies de bout de chandelle quand on est capable d'aller... On pourrait, si on avait une volonté politique, aller chercher de l'argent, par exemple, à les paradis fiscaux. Oui. Et puis ça, on fait rien pour ça. C'est ça que je trouve désolant. Là, on parle d'économies de milliers de dollars face à des millions de dollars qui ne sont pas versés, si ce n'est pas des milliards. Et à un moment donné, je trouve qu'on fait souvent le choix sur le dos du petit monde. Oui, il faut continuer de décrier et de vouloir obtenir justice là-dessus. Parce que c'est de l'équité. Oui. Et non seulement ça. C'est aussi, puis en fait, je faisais mon éditorial là-dessus aussi cette semaine. Pour moi, là, c'est un affront à une politique d'occupation du territoire. Ouais, mais parce que tu es un peu moins de monde dans un territoire et que tu l'occupes par une activité économique, sociale et politique, OK, que tu l'occupes, et que parce qu'on est un peu moins, l'infrastructure, elle, qui est un petit peu plus orientée sur
une forme d'occupation du territoire, mais dans des grands centres, elles ont dit, bon, bien, à cause que vous êtes moins, vous autres, dans votre secteur, là, on a moins besoin de faire l'entretien, vous êtes moins de monde. Alors, moi, je pense que c'est aussi un affront à toute la population qui s'inscrit dans l'occupation du territoire dans un milieu. Je sais pas si... Hey, v'là 3 ans. Je m'excuse, puis je vais terminer là-dessus. Mais v'là 3 ans, à Normandin, on avait arrêté d'entretenir un bout de rue parce que la rue, elle faisait comme un U. OK? Le U, il était très bien entretenu et il y avait quelques propriétaires agricoles dans ce rang-là qui étaient là, mais qui ne demeuraient pas là. C'est-à-dire que tu avais des terres agricoles. Donc, il entretenait aussi cette route-là. Pour sauver de l'argent, on avait décidé, au niveau du conseil municipal, de dire on n'entretient plus cette route-là parce qu'on est capable de faire le tour, puis ça, on est obligé de l'entretenir. Et tu as eu tout qu'un tollé de protestation. OK? Les gens, les agriculteurs disaient ouais, c'est vrai, je vais peut-être y aller 4 fois dans l'hiver, moi, sur ma terre, là. Mais je vais être capable d'y aller. Ben oui. Puis en plus, on était aux prises avec le droit de produire. Parce que si tu as une terre agricole, donc tu as un droit de produire. Et là-dessus, l'État et les municipalités se doivent de fournir, dans la mesure où ça se fournit, où ça peut se fournir, l'accès à ton droit de produire. Alors, tout ça avait été invoqué. La municipalité est revenue sur sa décision, justement, pour permettre à ces agriculteurs-là. Alors, ça, là, ça a été une mesure où, effectivement, on a voulu respecter non seulement la question du droit de produire, mais de l'occupation du territoire et de s'organiser que même si j'y allais 2 fois dans l'année, dans l'hiver, dans ce secteur-là, bien, j'ai droit d'avoir un entretien sur le chemin d'accès qui me compte. Ben oui, c'est partout, mais c'est toute la question du poids des régions. Je ne sais pas si tu as vu l'Influence Communication qui a sorti que le poids, les régions ont presque plus de poids au niveau médiatique au Québec, ont plus de poids au niveau des services. Écoute, vidons nos régions. Oui. En tout cas. Oui. Parlant de développement régional, on va finalement avoir le pont de Delo-Mistassini qui va commencer à être construit cette année? On parle de l'automne où on va commencer à monter les structures parce qu'il faut avant ça. Là, on a acquis des terrains pour pouvoir être en mesure de le faire. Il faut, entre autres, débâtir le garage que l'on s'est porté à Québec, pour pouvoir être en mesure de refaire la route. Donc, il y a tous ces travaux-là qui ne sont pas encore complétés. Mais effectivement, on s'attend à ce qu'à l'automne 2016, on puisse être en mesure d'avoir ce qui nous a été annoncé depuis maintenant. Personnellement, ça fait 3 ans que... Puis combien de temps on va être pris dans les bouchons de Je ne sais circulation? pas. Ben, en fait, le pont actuel ne fermera pas là, pendant toute la durée de la construction. Et on le sait, le pont est complètement à côté. Alors, théoriquement, on n'aura pas à circuler de la façon dont... il avait dit ça à l'époque à Saint-Félicien, puis je peux te jurer que c'était le bordel. Oui, maintenant, là, c'est vraiment un pont au complet. Parce que là, on utilisait une partie du pont. Mais actuellement, donc, je te dis pas qu'il n'y aura pas de ralentissement de la circulation, mais il va y avoir une circulation. Ils vont attendre qu'ils vont construire l'autre avant de démolir. C'est ça, exactement. OK. Un sujet dont on a parlé souvent et que là, ça s'est enfin réglé, le retour au travail des employés de garage. Hier. Mais ça... Hier, oui. Mais en tout cas, les gens ont l'air de bonne foi, mais ça m'a quand même fait rire de les voir ensemble signer ça avec des grands sourires, puis tourner vers l'avenir quand ça fait 3 ans qu'ils se chicanent à ne pas se parler, à s'engueuler, à s'envoyer des mises en demeure, puis à dire « allez plus dans les concessionnaires ». Et là, tu sais, c'est étrange la vie quand même. Oui. Maintenant, tu te souviens avant la fête quand on parlait, entre autres, de cette loi-là, la loi spéciale, où est-ce qu'on a voulu... où est-ce qu'on invoquait que, qu'on le veuille ou non, il y avait... Moi, je pense qu'il y a tout un aspect social.
à l'intérieur de ça, au-delà de juste le conflit patron-employé, là, OK? Il y avait toutes des conséquences, je pense, sociales à ce conflit-là. Et il fallait qu'on mette un terme à ces choses-là. Le fait que l'on ait... je comprends très bien, par ailleurs, aussi les concessionnaires qui disent, bon, mais en termes de droit du travail, ce que l'on vient d'empiéter avec cette loi spéciale-là, c'est sur le règlement de conflit dans l'entreprise privée. Je pense que le débat demeure quand même entier là-dessus. OK? Ouais. Quand il y a une mauvaise foi de négociation aussi. Parce qu'on l'a vu, là, quand ils se sont mis à négocier, ça n'a pas été long que ça s'était réglé. Là, quand ils se sont vraiment assis pour négocier. Là. Quand ils ont eu peur de la loi spéciale, je pense que... Moi, je pense que ce qu'on a fait, c'est... on a écouté ce que le conciliateur a amené. Donc, on devrait peut-être régler sur cette base-là. Parce que sinon, on va se faire arranger. Ben là, c'est ça. À un moment donné, tu sais, tu avais le choix. Ou tu regardais cette base-là, ou tu attendais qu'il t'envoie une base imposée. Et là, ça aurait été encore plus difficile, et pour les deux parties. Semblerait-il que l'on en est avec une position où ce qui avait été proposé par le syndicat il y a maintenant 3 ans se retrouve aujourd'hui dans le règlement. Ça fait encore plus mal. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire au niveau... l'impact économique aussi que ça a eu dans la région, c'est... puis la confiance envers les concessionnaires, envers la structure. On parlait du commerce de vente au détail en début d'émission. Tu l'as encore, cette problématique-là, là-dessus. Et c'est pas évident que demain matin, on va tous aller changer nos véhicules de même, là, parce qu'il y a eu un règlement. Par contre, le fait qu'il y ait un règlement, ça nous assure à tout le moins qu'il va y avoir maintenant un service continu et de vente et d'entretien qui peut être... qui revient, entre guillemets, à la normale. Oui, mais en tout cas... J'ai hâte de voir. J'entendais les commentaires des gens, puis il y en a qui c'est systématique, qui ne retourneront pas sur les concessionnaires. Non, c'est ça. Puis il y en a aussi qui, même au niveau des employés, il y en a plusieurs qui ne reviendront pas au travail. Oui, parce que là, il faut qu'ils remboursent le fonds de greffe, puis il y en a que ça revient moins cher, en fait, de prendre leur retraite. Là. Il y a tout cet élément-là qui entre en ligne. En tout cas, ça a fait du dommage beaucoup. Oui. Et ce qui traîne se salit et s'épuise. C'était sale, Oui, on a vu que ça n'a pas... Moi, je n'ai pas de pierre achetée nécessairement à personne là-dessus, si ce n'est que de dire qu'un long conflit de travail, ça ne doit pas exister. Ben moi, j'ai pas de pierre à lancer, puis en même temps, j'en lance une grosse. Là. Dans la vie, si tu veux vraiment t'entendre, puis si tu veux négocier, il faut que tu te parles. Ouais. Et négocier, c'est pas imposer quelque chose, c'est discuter sur toi, tu veux ça, moi, je veux ça. Et je trouve qu'il y a eu de la mauvaise foi des deux côtés. Yes. Hey, il y a moins de fermes en région? Ouais. Il y a moins de fermes, mais bon, j'ai vu les statistiques, à peu près moitié moins de fermes depuis 20 ans. Les fermes laitières. Fermes laitières, mais je pense qu'il n'y a pas moins de production, c'est juste que... C'est ça. C'est des fermes qui sont plus grosses. On est en train de copier le modèle américain. Il y a cet élément-là, ou encore, lorsque tu n'avais pas... avec une même ferme, tu as acheté le quota de l'autre qui a fermé, tu as gardé ta ferme, tu n'as pas nécessairement acheté la ferme de l'autre. Tu as juste pris les terres. C'est ça, même pas. Même pas? Même pas. Ça, ces terres-là ont soit été, soit reconverties, ont été remis en friche, mais très peu, et ils ont été vendus pour, justement, le fond de terre, afin soit de produire autre chose. Là, ça peut être... Et du maïs et des céréales et autre chose là-dessus. Mais donc, ce qui est important de voir, c'est qu'on n'a pas la statistique, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu, par ailleurs, de baisse de territoire ou de terrain. Ça n'a pas été dézoné, là. Exact. Tu sais, il veut dire on n'en arrivera pas on n'en est pas arrivé à ça parce qu'il y a eu une autre utilisation des fonds de terre. Pas comme ce qui s'est passé dans la couronne de Montréal. Exact. OK? Et ça, c'est quand même intéressant de voir que
l'industrie agricole, oui, change, OK? Ce n'est plus juste la production laitière qui fait que l'on a une production, mais ça nous a amené aussi à de la diversification sur certains types de produits et ça nous amène, et ça amène des transformateurs à regarder autrement maintenant la question alimentaire, de la transformation agricole. Et ça a des effets bénéfiques. Mais même si on peut, des fois, être craintif en disant, regarde, il y a une baisse des terres agricoles, pas nécessairement des terres agricoles, mais des changements de vocation. Il y a eu des changements de vocation, et ça m'apparaît être une action qui peut aller vers la diversification, et qu'on le veuille ou non, la diversification est quand même un modèle qui va nous amener à du développement économique là, pour la région, dans le secteur agricole. Même si, oui, on peut penser que même si tu as moins de fermes laitières en région, ça ne veut pas nécessairement dire que tu as moins de territoire agricole qui est utilisé maintenant peut-être à d'autres fins. D'accord. Revenons sur une saga qui est morte par elle-même. San Georges Vézina, la mairie de Saguenay avait décidé de changer la glace parce qu'on le sait qu'au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, en tout cas, c'est la seule glace de dimension olympique, ce qui fait que... Bon, les gars s'essoufflent. Bien, en fait, tu peux pas te bâtir le même genre de club, là, non, ça c'est sûr. Fait que là, on en parlait de rénovation puis d'amener une glace plus standard. Et là, il y a une levée de bouclier côté du patinage de vitesse, parce qu'on sait que San Georges Vézina, c'est, après Montréal, l'endroit où il y a le plus de compétitions internationales en patin de vitesse. Puis on sait que la région est aussi une pépinière pour les athlètes et les champions, même en patinage de vitesse. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont retenu leur souffle, mais là, on semble soulagé parce que la mairie a changé son fusil d'épaule et dit non, on va garder la patinoire. Oui, en fait, il va le garder comme étant le scénario avec lequel ils vont reprocéder. C'est-à-dire qu'ils vont certainement mettre de l'avant des options, OK? Alors qu'au lieu de dire, bon, on en élimine une d'emblée. Au moins, on va toutes les regarder et ça va permettre fort probablement de prendre la meilleure des décisions au profit de tout le monde là-dessus. C'est quand même drôle. Oui. De voir que sur un projet de cette nature-là, à un moment donné, 1 ou 2 ou 3 ou 4 individus, on ne sait pas comment est-ce qu'ils étaient, décident de dire, bon, mais c'est demain que ça va aller, et advienne que pourra, on va sauver de l'argent. Oui, mais la ville de Saguenay fonctionne de même mais c'est ça. 16 ans. Je pense bien. L'ensemble de cette problématique-là, elle est là. Ouais. C'est, oui, la gestion démocratique dans une municipalité, c'est de la gestion démocratique. Et plus tu vas tenir compte du désir ou de la volonté de l'ensemble de tous les usagers sur un bien ou un service, plus tu as des chances de donner un service le plus équitable possible à l'endroit de tout le monde. Je reviens un peu avec mon dossier de la route de la 169, mais c'est un peu dans ce même genre-là. Tu comprends? Tu peux, oui, regarder très froidement 2 colonnes de chiffres et dire, regarde, la meilleure façon de les faire fondre tous les deux, c'est de les fusionner. Excuse-moi. Mais non. Tu peux faire ce raisonnement-là en la regardant sur le papier. Mais lorsque tu regardes qu'il y a dans la colonne de chiffres, il y a 275 personnes qui font tel type d'activité, puis dans l'autre, tu en as 375 qui font le même type d'activité, puis ils réussissent à le faire au même endroit. On peut-tu s'organiser pour dire qu'on ne détruira pas tel type d'utilisation au profit d'une autre parce que ça coûte moins cher? Mais le Québec et le Canada en général, là, on fonctionne comme ça. Là. On analyse des colonnes de chiffres, puis on oublie qu'il y a des êtres humains. Là, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis, je veux dire qu'on le veuille ou non, surtout lorsque nous sommes avec des deniers publics là-dedans. Là. Tu comprends? Je veux dire, c'est les deniers de tout le monde là, qui sont en non, puis là, tu jouais aussi avec une reconnaissance internationale de notre région pour une pépinière d'athlètes, pour quelque chose. Oui. En tout cas, je trouve que c'était... En tout cas, c'était un faux débat parce que maintenant, ça semble réglé. On va garder ça comme ça. Je saute au national parce que le temps passe, là, puis je veux parler. As-tu eu une bonne semaine, toi? Une bonne semaine? Dans la vie, là?
La semaine dernière, cette semaine, jusqu'à maintenant. Plus ou moins que Pierre-Carl Péladeau. Un peu moins, un peu meilleur. Non, mais dure semaine pour lui. Là, je ne veux pas rentrer dans sa vie privée, mais on a eu l'affaire Pierre Duchesne, là, qui est encore une espèce de bisbille. Va-tu rester, y a-tu du conflit? On ne le sait pas. Il y a comme des rumeurs. Finalement, ça reste pareil. Et surtout, l'histoire de Québécois et des paradis fiscaux, parce que M. Péladeau a toujours nié que durant sa gestion de Québécois, il utilisait l'évasion fiscale via les paradis fiscaux. Ce que semble dire le contraire, deux enquêtes, une par Radio-Canada puis une par la presse. T'en penses quoi de tout ça? Est-ce que ça mine la crédibilité de Pierre-Carl Péladeau politiquement, en fait, là, tout ça, tu sais? Peut-être plus politiquement, pas nécessairement comme administrateur, mais comme non, parce que, au niveau politique. Oui, je veux dire, quand tu dis que tu veux devenir le premier ministre du Québec et que dans ta vie, tu n'as pas fraudé, là, mais tu t'es organisé pour que tu ailles ta facture de... Oui, mais ça ne sera pas le premier, je ne serai pas en non, exact, OK. Mais donc, il reste que... Donc, d'autres qui ont été mine, premiers ministres ou qui le sont encore. et ça, là-dessus, mais ça mine, effectivement, non pas nécessairement la crédibilité politique, mais la crédibilité de l'homme politique, OK, comment? Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je pense que, parce que lui, il nie... catégoriquement. En fait, il nie la cause suivante. Moi, je n'ai jamais donné de directive à l'entreprise québécoise d'aller chercher des paradis fiscaux. Ce que j'accepte de dire, par exemple, c'est qu'il est vrai que dans des processus d'acquisition d'entreprises, nous avons acquis, oui, des entreprises qui avaient des paradis fiscaux. OK? Or, moi, ce que je dis, c'est que les directives que moi j'ai données, c'est à l'effet qu'on s'en débarrasse. C'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain, là, tu ne te débarrasses pas, mais que l'on s'en débarrasse. Maintenant, est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? C'est ce qu'il dit. Mm-hmm. Et dans l'enquête, ce qu'on révèle, c'est que c'est toute la question de Québécois World, dans lequel il était un actionnaire et administrateur, mais pas nécessairement dirigeant. Mais, entendons-nous, là, quand tu es administrateur et actionnaire majoritaire, tu n'es peut-être pas celui-là. Tu dois avoir ton mot à dire. Disons que tu contrôles une partie. D'ailleurs, c'est le discours de Québec solidaire là-dessus. Tu as un élément de contrôle. Bon, où est-ce qu'on en est là, avec ça? Fort probablement qu'il y a eu des ajustements. J'aurais tendance à croire ce qu'il affirme là-dessus. Ça ne veut pas dire que entre le fait de donner une directive, tu n'es pas dans le quotidien de l'appliquer. Hein? Souvent de fois, c'est quelqu'un d'autre qui l'applique. Alors, c'est quelqu'un d'autre là, peut-être retardé à le faire, puis tout le kit, puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui... On n'ira pas dans ce détail-là. Je ne suis pas sur une enquête là-dessus. Ouais. Mais ce que ça amène, c'est que cette question-là des paradis fiscaux, on parlait hier, on avançait que le chiffre à l'échelle planétaire, ça serait 300 milliards de dollars. Je te parle pas de Québécois, ça. Non, mais on l'a vu avec Bombardier. On parle au Canada. Au Canada, de 10 milliards de dollars qui ne vont pas dans les coffres de l'État en raison, justement, soit de pratiques, de politiques de paradis fiscaux ou des choses comme ça. Et après ça a une importance. On va couper les gens qui en ont besoin, puis les services sociaux. C'est ça. Puis, ça a effectivement une influence. Je pense qu'il y a eu, de la part du Parti québécois, entre autres, là, certaines mesures ou déclarations pour faire en sorte qu'on regarde cet aspect-là de façon un peu plus précise. Et comme le disait Mme Maltais, ça s'est fait aussi sous la direction de Pierre-Carl Péladeau, en tout cas. Ouais. Peut-être qu'il veut continuer de mettre de l'avant l'idée première qui était « Ah, c'est vrai, j'en ai acheté, là, mais je m'en débarrasser. » Mais, indépendamment de ça, il reste que je pense qu'on se doit de regarder à fond cette question-là, de quelle façon on pourrait... Puis overall, pas juste dans ce cas-là, parce que je trouve que là, lui, il en porte gros sur ses épaules, mais il y a tellement de compagnies qui sont fautives au Canada, puis on ne fait rien, tout gouvernement confondu, autant fédéral qu'au provincial. Ce serait peut-être le temps
justement, là, pour... si on dit qu'il y a du cynisme envers la politique, mais si on voulait arrêter ça, prenons donc l'exemple de l'Islande qui, lors de la crise de 2008, n'a pas financé ses banquiers pour les sortir. Il les a mis en prison. Exact. À un moment donné, il va falloir mettre nos culottes si on va arriver à quelque chose. Sinon, on va continuer dans ce modèle-là qui est voué à l'échec. Le modèle existe depuis toujours. Ce qu'il faut essayer, c'est d'y amener des mesures afin d'en contrer le maximum d'effets et de s'organiser, puis qu'il y en ait un peu plus qui reste dans les coffres de l'État qu'ailleurs. J'aimerais juste revenir 30 secondes sur l'affaire de Pierre Duchesne. Moi, ça me tente. Moi, ça me tente bien gros. Le gars, là, t'as eu la même affaire. La même affaire. Puis c'est peut-être un élément au Parti québécois, ça, là. T'as eu la même affaire avec Mme Marois et sa chef de cabinet dans le temps. Quand tout le monde disait ça a toujours, je me souviens même pas de son nom, mais sa chef de cabinet, là, tout le monde disait ça n'a pas de bon sens, la façon dont elle respecte pas, elle conseille mal, puis elle prend des places, elle prend des décisions qu'elle ne devrait pas prendre. C'est la même affaire, là, avec Pierre Duchesne. Est-ce que Pierre Duchesne, il ne plaît pas à Pierre-Carl Pelado? Sais-tu ce qui va se passer dans pas grand temps? Si c'est pas ça, il va dire, écoute, Pierre, tu t'en vas. OK? Mais jusqu'à quel point ça a une influence sur la politique menée par le chef de ce parti-là ou la chef de ce parti-là? Oui, je suis complètement d'accord, mais Jules, comment ça se fait que au Parti québécois, ce genre d'histoire de grenouillage-là, il y en a aux 2 mois, 3 mois, ça n'arrête pas. Puis dans les autres partis, là, on n'entend jamais parler. Je te dirais que l'ego des gens qui sont à l'intérieur de ce parti-là est beaucoup plus gros que l'ego des autres dans les autres partis. Et c'est ces égos-là qui font en sorte que ça transpire. Et puis, tu vas te dire qu'on cherche de la nouvelle par les temps qui courent comme journaliste, puis quand tu te trouves à avoir une rumeur de cette nature-là, ton chef de nouvelles en profite pour te faire une manchette avec ça, l'employant. Le phénomène est là. Moi, c'est l'impact que ça a sur la société en général que je questionne. Ce genre de de toute façon, dans 2 semaines, on va parler d'autre chose. Moi encore, si on en parle encore dans 2 semaines, c'est parce qu'il y avait peut-être effectivement un feu qui couvait sous la fumée et qu'il est dehors. Là, ça va être quoi la nouvelle? Il est parti. Dernière nouvelle qu'on devrait avoir le temps de traiter, là, mais je voulais en parler. Registre québécois des armes à feu. On en a parlé beaucoup. Il y a eu des manifestations. En même temps, en Saskatchewan, il y a eu la tuerie à la loche. Est-ce qu'on est en train de s'américaniser avec la culture des armes ou... Parce que je voyais aussi un autre article qui disait qu'on achète de plus en plus d'armes au Québec, au Canada. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis est-ce qu'un registre, c'est utile ou pas? Est-ce qu'il faut investir de l'argent là-dedans ou au contraire dans la prévention? Je ne sais pas, là. Moi, je pense que c'est invoqué la question du registre comme étant une mesure de prévention, à tout le moins, ou à tout le moins une mesure d'un meilleur contrôle de toutes les armes les armes à feu qui peuvent y avoir dans une société ou sur un territoire donné. Personnellement, je suis en faveur, moi, d'un registre des armes à feu. Je peux le dire facilement, je n'ai aucun fusil, je n'ai jamais touché à un fusil et je ne sais même pas comment est-ce que ça peut fonctionner. Même pas Expo Québec là, pour avoir des toutous? Même pas. Même pas. Non, je préfère tirer des balles. Okay. Je suis moins bon, mais... mais tu comprends, juste pour dire que ça m'apparaît important dans une société que de savoir et de connaître qui détient des Quel armes profil à feu. psychologique. Et c'est ça. C'est évident que c'est bien tannant pour quelqu'un qui s'en sert à la chasse, pour la petite chasse. Je veux bien croire que ça peut être bien tannant, mais ça m'apparaît être une mesure importante pour assurer d'enrayer ou de
Probablement qu'on ne peut pas enrayer le genre de choses qui se passent à Loche ou qui se passent. Non, mais la réalité, sauf que quelqu'un qui a un problème, qui décide de tuer des gens, ça va toujours arriver. Exact. Sauf que tuer 22 personnes à coups de pelle, c'est pas mal plus long. Là. Exact. Oui, je suis d'accord avec toi. Là. Mais où on se ramasse, là, c'est avec le bannir de certains types d'armes qui n'ont pas lieu d'avoir dans la société en général. Ouais. Ça m'apparaît aussi des mesures qui peuvent avoir des effets. Je pense que c'est pas évident comme dossier. OK? Parce que, regarde, parce qu'on le investit Parti aussi québécois... c'est des bonnes sommes là, qui sont investies dans une période. Tu vois, le Parti québécois a toujours été en faveur du registre des armes à feu, du maintien, du rapatriement au Québec, puis tout le kit. Aujourd'hui, il y a certains députés qui amènent, disent ouais, on pourrait peut-être être regarder ça aussi sur un autre œil, puis tenir compte, c'est pas vrai que tous les chasseurs sont des criminels. Mais tu comprends? Je pense que ça fait partie. J'écoutais entre autres le député d'Abitibi qui disait on n'a peut-être pas écouté tout le monde comme il faut aussi là-dessus. Et on aurait peut-être avantage à écouter et à voir si on n'a pas lieu de changer tel et tel type de décision. C'est un bon investissement pour mettre le registre en place, puis après ça, c'est 5 millions par année pour juste le maintenir. C'est évident. C'est un choix aussi, mais en même temps, tu dis la sécurité des gens, qu'est-ce que ça vaut? On en parlait avec la 169, on est un peu dans le débat. Là. Exact. On reviendra toujours à ce genre de débat-là, parce que tu te mets des outils de contrôle et de sécurité pour un ensemble de la population. Ça va coûter, ça coûte de l'argent faire ça. Et c'est comme la démocratie. C'est comme quand on nous dit pourquoi est-ce que c'est qu'on dépense 110 millions pour faire une élection à tous les 4 ans? Oui, mais c'est ça qu'on a décidé comme régime. C'est ça. Hein? Ouais. Sans ça, on a un qui en met un, puis il va rester toute sa vie, il va nous en faire baver toute sa vie. Oui, il va vraiment être cool, là, on ne sait pas. Ah, bon, mais j'aurais plus tendance à regarder sur ma première hypothèse. Ah, c'est génial. Hey, merci beaucoup, Jules. On a déjà fait le tour, là. On avait plein d'autres affaires, mais en même temps, on a bien lancé ça. On a parlé beaucoup de choses. Merci de nous avoir éclairé de ta sagesse légendaire. C'est pas... Ce sont plus des opinions et des commentaires. Non, mais c'est intéressant parce que ça amène d'autres points de vue. Puis c'est un peu ça l'idée, c'est de réfléchir ensemble là-dessus. Oui, ben c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça aussi. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, vous voulez réfléchir avec nous, amener des sujets, rebondir sur ce qu'on a dit, ne vous gênez pas. Écrivez-nous à tvldm9@videotron.ca ou allez directement sur Facebook, allez aimer notre page Facebook. Vous pourrez voir en plus de cette émission, toutes les émissions qu'on produit et donner vos commentaires là-dessus. Là-dessus, nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup et bonne semaine. Alors bonjour, ici Guillaume Pétrin, animateur à TVLDM9. Manquez pas, la prochaine saison hiver 2016 au programme, plusieurs émissions dont le bol d'or d'improvisation, tout sur tout, qu'en pensez-vous, Accès MRC, Capsule Espérance, Babillard TVLDM9 et les nouvelles émissions, les 12 travaux citoyens, Place aux saines habitudes de vie, Mon CFP, Électron Libre et Rétro Hebdo. Mais ça fait bien trop d'émissions, tout ça, là! Hey, Sergent Biquette, mesdames et messieurs. Bonjour, Sergent. Mais là, Sergent, il faut que vous sachiez, nous, là, à TVLDM9, on est productifs. Là. C'est quoi, vous allez me donner un ticket? Certain! Bon. En tout cas, manquez pas ça à partir du 1er février 2016. Stéphane Turcotte, technicien informatique. Tommy Dechaine, opérateur chez Résolu. Sébastien Morel, technicien en administration. Philippe Houd, technicien forestier. Carole Noël, estimateur.
sûr que concilier travail, famille, pompiers, ça demande des ajustements au début, là. S'assurer que si on part faire des commissions, c'est moi qui pars avec le bébé. Comme ça, s'il y a un corps, il peut y aller directement. Quand j'étais petit, je voyais les camions de pompiers, c'était merveilleux de voir ça, tu sais, puis je me suis toujours dit qu'un jour, je serais dans ce camion-là. Puis en vieillissant, on se rend compte qu'on développe peut-être une passion vis-à-vis ce métier-là. Même si on ne réussit pas à en faire un métier complètement, bien, on a l'opportunité dans des villes comme ici d'être à temps partiel. La formation est très stimulante, elle est bonne pour notre estime de soi. Je suis heureux de moi-même. Après un bon feu, on vient épuisé, mais content d'avoir fait notre travail. Savoir que ton chum est pompier, là, c'est rassurant. C'est sûr que ça donne des revenus de plus, ça c'est un avantage. T'étais lesbienne. T'étais en changement de sexe. On joue au hockey dans la même équipe. Ton employeur l'a découvert et a commencé à te faire chanter. T'appelais homme à talons hauts. Tapette. Moumoune. Tu mérites pas de vivre. Être comme toi, c'est une honte. Juste de pas rire avec les autres, ça t'aurait peut-être aidé. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû exiger du respect. Je t'abandonnerai pas. Je dénoncerai. La prochaine fois, j'aimerais ça faire une différence. J'aimerais ça faire affaire avec des entreprises qui ne tiennent pas pour acquis. Des entreprises qui acceptent de s'améliorer et qui tiennent compte de mes besoins et de mes préoccupations. Est-ce que ça se peut, ça, chez nous? Bienvenue chez vous. Christine Larocque, représentante des services à la clientèle. Ici, on travaille tous les jours à réduire le temps d'attente pour vous donner un meilleur service. On riait de toi parce que t'essayais toujours d'attirer l'attention. On t'écœurait, pas des grosses affaires, là, mais tout le temps un petit peu. Ça a duré 3 ans. T'as vidé ton casier, t'as quitté l'école. Tu m'as dit, vous autres, vous avez scrappé mon primaire. Si t'as refait, je te défendrais. J'apprendrai à te connaître. Je t'aurais soutenu, je t'aurais aidé. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je serais là pour toi. Ici, je travaille en français. On travaille le réverbère maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.